Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur West Track Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur West Track. Nom de Zeus! Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur West Track Radio pour cette émission du 28 janvier 2025. Et voilà ce qui vous attend pour cette émission aujourd'hui. Au sommaire, tout d'abord la météo. On retrouvera aussi côté local les candidatures pour l'opération Cap pour elle. C'est la une de nos infos du jour avec Margot. On retrouvera notre agenda culturel avec 3 événements à ne pas rater. Et puis côté coup de cœur Ferrarock, on retrouvera Walter Astral et leur album qui s'appelle Eclipse. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, nous accueillons Marius, qui est programmateur au Tetris. Il va nous présenter la nouvelle saison 2025 au Tetris et toutes les nouveautés suite à son arrivée dans l'équipe. Et puis avant, un reportage avec Léo de Nathalie Carsanti, qui est comédienne de doublage. La météo pour votre journée, le soleil va se coucher à 17h49. Une bonne nouvelle, ce qui signifie 2 minutes de soleil en plus sur notre journée. Actuellement, la température est de 9 degrés, le ressenti est de 4. La pluie risque de nous accompagner pour cette fin d'après-midi. Le vent devrait atteindre en moyenne les 42 km/h direction sud-ouest. En soirée, la pluie sera au rendez-vous, température qui va retomber à 9 degrés, température ressentie de 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 47 km/h direction ouest. Pour votre journée de demain, la journée sera aussi pluvieuse. Le lever de soleil est attendu à 8h35 et le coucher de soleil à 17h51. On gagne donc 2 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel, température 7 degrés, ressenti 3. La force du vent va osciller aux alentours des 28 km/h, direction ouest-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 84%. Dans l'après-midi, la température sera de 7 degrés, ressenti 3. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h, direction sud-sud-est. Enfin, en soirée, il pleuvra, température 7 degrés, ressenti 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 30 km/h direction sud-sud-est. Côté info, Margot nous parle de l'initiation au billard féminin avec le club école Havrais de billard qui vous est proposé ce week-end. Les infos locales sur West Track. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 28 janvier 2025. Le Havre, candidature ouverte pour aider un duo féminin à faire sa première transatlantique. La Transat Café L'Or Le Havre Normandie renouvelle l'opération Cap pour elle. Les 2 navigatrices sélectionnées disposeront d'une bourse et d'un accompagnement personnalisé pour prendre le départ de la transatlantique sur un monocoque de 40 pieds le 26 octobre 2025. Dossier à envoyer avant le 21 février à l'adresse cappourelle au pluriel @transatcafelor sans accent.org. Le Havre découvrait le billard féminin grâce à des initiations gratuites ce week-end. La Fédération française de billard organise les 24 jours du billard féminin. Au Havre, le club École Havrais de billard propose des initiations gratuites pour découvrir ce sport accessible à toutes et promouvoir la mixité dans cette discipline. Initiation gratuite au CEHB au 76 rue des Briquetiers au Havre, samedi 1er février de 9h30 à midi et de 14h30 à 19h. Vacances scolaires au Havre, quand inscrire ses enfants au stage? Découvrez le sport. Du 10 au 21 février 2025, la ville du Havre invite les 6-17 ans à découvrir gratuitement une vingtaine de sports. Les inscriptions à ces stages à la semaine seront ouvertes aujourd'hui à partir de 13h sur inscription.lehavre.fr ou au guichet de l'hôtel de ville, dans les mairies annexes et les maisons municipales. Attention, le nombre de places est limité.
Vacances de février à Montivilliers, les inscriptions pour l'accueil de loisirs ouvertes. La ville de Montivilliers organise un accueil de loisirs pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans du 10 au 21 février. De nombreuses activités sont proposées pour offrir des moments ludiques et enrichissants. Démarche sur le kiosque famille, montivilliers.kiosquefamille.fr. Tennis tournoi CNGT de Montivilliers, Johan Tatelot double la mise. Déjà vainqueur il y a 2 ans, Johan Tatelot, numéro 60, a remporté dimanche 26 janvier 2025 et pour la seconde fois de sa carrière, le tournoi CNGT de Montivilliers en dominant Antoine Hang, numéro 65 en 2-7, 6-3, 6-1. Merci d'avoir écouté. Le journal continue avec les actualités nationales et internationales. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'alerte aux crues se poursuit et les écoles des 9 communes de Loire-Atlantique concernées par la vigilance rouge seront fermées demain. C'est ce que demande le préfet aux maires pour limiter les déplacements alors que de nouvelles pluies sont attendues ce mercredi. À Redon, secteur particulièrement touché par les inondations, les transports scolaires sont interrompus jusqu'à jeudi inclus. En Bretagne, 400 personnes ont été évacuées, indique le président de région. À l'Assemblée, François Bayrou maintient ses propos sur la submersion migratoire. Le Premier ministre interpellé lors des questions au gouvernement suite à ses déclarations d'hier. Il assume un passage fondé sur la situation à Mayotte, assurant que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Pour le chef du gouvernement, ce ne sont pas les mots qui sont choquants, c'est la réalité. C'est dans la salle de la Joconde qu'Emmanuel Macron doit faire des annonces concernant le Louvre. Le président de la République est en déplacement dans le musée parisien. Il devrait annoncer le lancement d'un important chantier de rénovation. Dans une note au ministère de la Culture, la directrice du Louvre a donné l'alerte sur la vétusté du musée le plus visité au monde. 3 condamnés lors du procès des viols de Mazan renoncent finalement à faire appel. On l'apprend aujourd'hui. Ils avaient été condamnés le 19 décembre dernier par la cour criminelle du Vaucluse à des peines allant de 8 à 10 ans de prison pour le viol de Gisèle Pellicot, droguée par son mari. 14 autres accusés ont aussi fait appel de leur condamnation. 200 migrants expulsés des États-Unis de retour en Colombie. Ils ont atterri à Bogota aujourd'hui dans 2 avions militaires affrétés par le gouvernement colombien. Le président Gustavo Petro avait cédé aux demandes de Donald Trump dimanche en signant un accord sur l'immigration alors que le président américain menaçait de taxer fortement les produits colombiens entrant aux États-Unis. Enfin, les handballeurs français vont tenter de s'offrir une place en demi-finale du mondial. Les Bleus jouent ce soir contre l'Égypte en quart de finale. Ça démarre à 21h. L'équipe de France de handball est invaincue depuis les débuts des championnats du monde en Croatie. Bonne fin de journée. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et c'est le retour de notre agenda culturel avec ses événements à ne pas rater. Une rencontre avec François Valéjo. Son ouvrage « Cet étrange dérangement » sera présenté ce soir à La Galerne. C'est à 18h. Inscription encore possible en ligne, mais c'est totalement gratuit. Le LH Repair Café se déroule aujourd'hui de 18h à 20h à la fabrique Augustin Normand, 40 rue Saint-Just à Bléville. Vous pouvez donc ramener un objet, un meuble qui est abîmé et que vous souhaitez réparer avec l'aide des bénévoles. Renseignements au 02 35 55 51 33. Demain à Fécamp, un concert de musique de chambre. Les élèves de la classe de piano, violon, violoncelle et flûte du conservatoire de musique et théâtre proposent un concert de musique de chambre en trio. Le plus souvent, ils interpréteront des œuvres de composition classique. Rendez-vous ce mercredi 29 janvier à 16h au rez-de-chaussée du musée. C'est totalement gratuit. Réservation au 02 35 28 14 79. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Walter Astral, Eclipse, est sorti le 24 janvier 2025 chez Abbess Records. Album mis en valeur par la Ferrarock jusqu'au 2 février prochain. Walter Astral, c'est un explorateur céleste apprenant des mondes parallèles en traversant des trous de verre cachés dans des séquoias géants. Il rencontre des hommes bougies, des sorcières et des druides, une étoile qui vit dans un arbre, qui l'accompagneront au cours de sa quête mystique.
Walter Astral, c'est le duo que forment Tristan Thomas, aussi connu sous le nom Zaspero, et capitaine chez Oval 44. Ainsi que Tino Gelli, le chanteur de Polycool. Leurs deux mondes, musicaux a priori éloignés, vouent le même culte pour l'onirisme et l'absurde et s'harmonisent dans leur transe mystique. La musique de Walter Astral, c'est la rencontre de la pop psychédélique avec l'univers de la techno et de l'acide. Les drums machines et les basses acides de Tristan se mélangent avec le son rétro de la guitare de Tino et d'un banjo si vieux qu'il procure des quarts de ton, tel un saz. Eclipse, c'est leur nouveau projet, mais deux projets existent déjà, l'EP Jour, première partie de cet album disponible depuis février 2024, et Nuit, sorti en septembre dernier sur les plateformes de streaming. Eclipse est enfin disponible à l'écoute pour tous, et c'est la Ferrarock qui vous recommande cet album. Le Mag à l'Ouest, info divertissement,
Et bonne humeur sur Westrack. La suite de votre émission sur Westrack Radio avec un reportage signé Léo. Il nous présente Nathalie Carsanti qui est comédienne de doublage. Elle va donc nous parler de son expérience de doubleuse mais aussi de son avis sur l'IA qui fait actuellement débat dans le monde du doublage. Et en deuxième partie d'émission, Marius du Tetris nous rejoindra pour nous parler de la programmation dans cette salle de concert à Vraise. Aujourd'hui sur Westrack Radio, c'est Léo au micro et nous recevons Nathalie Carsanti, comédienne de doublage française. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous au bout du fil. Merci à vous, je suis ravie. Votre voix, beaucoup la connaissent et l'ont déjà entendue dans leur salon, Gamora notamment, ou encore Amanda Young dans Saw. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'affinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Pour commencer, comment vous avez commencé le doublage? Et est-ce que comme beaucoup dans le milieu, vous avez commencé jeune? Alors, j'ai pas forcément commencé très jeune. J'ai commencé, j'avais à peu près 22 ans. Je sortais du conservatoire d'art dramatique de Nantes parce que je suis nantaise. Et ensuite, je suis montée à Paris et j'ai fait l'école Florent, où je suis prof d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, très vite, j'ai passé un essai pour faire du doublage. Et j'ai une dame qui s'appelle Danielle Perret qui m'a fait passer l'essai et qui m'a dit « Nathalie, tu es vraiment faite pour ça. Vraiment, si tu restes avec nous, tu vas faire une belle carrière de doublage parce que ta voix s'y prête, ton talent de comédienne, et puis tu as pigé la technique. Il faut piger une certaine technicité pour faire ce métier. Et je l'ai pigé tout de suite. Et voilà, j'ai démarré très vite. D'ailleurs, Amanda Young est l'un de mes premiers rôles. Et quel est le rôle que vous avez doublé qui vous a le plus marqué? Tu sais, Léo, ils te marquent tous un peu parce que j'ai eu la chance de doubler des très très belles choses comme par exemple, je suis arrivée sur 24 heures chrono avec d'ailleurs Patrick Béthune, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. J'ai eu le rôle de Marisol Nichols, donc sur 24 heures chrono, que j'ai retrouvé ensuite sur Riverdale et où je faisais Hermione Lodge. Et d'ailleurs, c'est une actrice que j'ai rencontrée, la seule d'ailleurs que j'ai rencontrée pour le moment. Mais je discute par contre avec pas mal de comédiennes que je double sur les réseaux, notamment celle que je double dans The Boys, Jennifer Esposito, ou Sakina Jaffray que j'ai fait dans Billions sur Canal+, ou Timeless. Ce que j'ai vraiment, je pense, le rôle le plus marquant, je pense que c'est Gamora, parce que Gamora, j'ai eu la chance de la doubler 5 fois en dehors de What If, bien sûr, et du jeu Lego. Je l'ai faite 5 fois dans les Marvel au cinéma, et c'est un rôle très très marquant qui m'a beaucoup popularisé parce que les gens se sont amourachés de ce personnage. Et c'est une actrice. Alors je ne double pas Zoé Saldana. Je double Gamora. Zoé Saldana, elle est doublée par une autre comédienne, mais moi, Marvel m'a voulu sur Gamora parce qu'il voulait une voix en fait très douce. Il voulait une guerrière en fait qui ait une voix douce parce que en fait Gamora, en fait, elle est très tendre en réalité. C'est la guerrière la plus puissante de la galaxie, mais en réalité, elle a un énorme cœur. Et c'est vrai que dès que je l'ai doublée, ça a été incroyable. Incroyable de la doubler avec Star-Lord, David Kruger, avec ma sœur Nebula, Laetitia Lefebvre, ou mon père Thanos, Paul Borne. Et c'était vraiment des très belles scènes. C'est presque mythologique ce qu'on a joué, quoi. Donc, et puis Marvel m'a voulu. Donc j'étais très gratifiée de ça. Donc voilà, quoi. C'est une belle performance, Gamora. J'espère un jour qu'elle reviendra, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'était une très belle performance que vous avez fait sur Gamora, notamment. Merci, Léo. Et de rien. Est-ce que vous avez déjà doublé avec d'autres comédiens en même temps pendant une session d'enregistrement? Oui,
Oui, justement, j'ai eu la chance avec Gamora de jouer avec Paul Borne, qui est la voix de Thanos, qui est un acteur incroyable, et j'ai doublé aussi avec Bernard Gabé Iron Man sur les What If, où j'ai retrouvé Gamora, notamment dans l'avant-dernière saison. Je ne suis pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière saison, qui est très très bonne d'ailleurs. Et donc voilà, le doublage t'offre la possibilité de doubler avec des gens incroyables, d'un grand talent, et quand on se donne la réplique à la barre, c'est merveilleux. Quand on a la possibilité de le faire, c'est merveilleux. J'ai eu la chance aussi de travailler avec la voix de Tom Hanks, qui est un acteur incroyable aussi. Et puis rendons-lui hommage, j'ai eu la chance de doubler avec Benoît Alman, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est la voix de Morgan Freeman. Et j'avais eu la chance aussi de l'inviter dans Il était une voix, mes émissions sur YouTube. Et c'était une voix magique de Morgan Freeman, du Père Noël. Enfin, c'était quelqu'un, en plus d'humainement, extrêmement gentil, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai eu la chance également de le rencontrer une fois en convention il y a 2 ans. Ouais. Ah oui, très gentil, très gentil. Et j'ai eu la chance aussi de travailler, d'être dirigée à l'époque où elle dirigeait par Mike Dara. Mike Dara, qui est la voix de Whoopi Goldberg, et qui est une voix incroyable. Et j'avais été dirigée par elle ce jour-là. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai eu l'idée pour Il était une voix, parce que je donnais la réplique à Lucie Dolène, qui n'est plus parmi nous, mais qui était la voix de Blanche-Neige. Et donc, quand j'ai été manger avec elle pendant la pause déjeuner, j'ai Mike Dara qui me parlait de Whoopi Goldberg, et j'ai Lucie Dolène qui me parlait de Blanche-Neige et de Marilyn Monroe, figure-toi, qu'elle avait rencontrée dans un ascenseur à New York. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Je me suis dit, il faut que je fasse une émission sur mes camarades, quoi. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée d'Il était une voix. Depuis l'année dernière, avec l'arrivée massive de l'IA, le mouvement Touche pas à ma VF a été créé pour que le doublage en France soit légiféré et soit une exception culturelle auprès de la ministre de la Culture. Oui. Ce mouvement demande la protection des comédiens et des comédiennes. Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour soutenir ce mouvement ? Alors écoute, je sais que Brigitte Lecordier s'y dévoue beaucoup. Nous autres, on la soutient autant que possible. J'avais participé d'ailleurs à la vidéo Touche pas à ma VF. J'y suis. J'étais montée à Paris pour la faire. Et je fais beaucoup de posts aussi en faveur du doublage. Le doublage, c'est simple, c'est 85% du public. Le public, 85% des Français regardent la VF. Donc en fait, on est hyper important. Les gens qui regardent en VO, on va dire les puristes qui veulent vraiment voir le produit tel qu'il a été créé, il y en a très peu en fait. Ils sont surtout sur Paris. Et ils veulent vraiment, c'est leur choix, écouter la voix américaine. Moi, je sais que je suis française, j'aime entendre la sensibilité française, j'aime entendre la langue française. Moi, l'américain, j'ai rien contre, mais entendre ça me parle pas. Donc, je préfère entendre la langue française, notre sensibilité. Je préfère un je t'aime qu'I love you. Ça me touche plus et ça me parle plus. Et en plus, le doublage français, comme le disait Emmanuel Curtil l'autre jour sur CNews, est le plus grand au monde. On est le doublage le plus perfectionné, le plus perfectionniste, le plus abouti. On est en général des très belles voix. Donc c'est vrai que ce serait priver énormément les gens de toute une culture française, de tout un pan artistique qui est hyper intéressant et qui est hyper beau. Il faut pas que ça meure, parce que pour moi, c'est ce que je disais à Aurore Berger, avec laquelle j'ai beaucoup parlé quand elle a autorisé l'essai sur le film de Stallone. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, ne bouge pas. Ça tournera mal.
Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse, 3 secondes. Je suis rentrée en contact avec elle et j'ai eu beaucoup de chance, elle m'a répondu. Et je lui ai dit, mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas autoriser un essai alors qu'on se bat contre l'IA depuis des mois et des mois. Je dis en plus, Stallone ne le mérite pas. Ne mérite pas une IA, un grand acteur comme lui. Et votre père non plus. Votre père non plus qui s'est tant battu pour les voix et pour les comédiens de doublage. Donc, elle l'a très bien compris. Elle m'a fait comprendre qu'elle s'était faite avoir, en fait. Donc, c'est rentré dans l'ordre. Elle a refusé que l'IA double Stallone. Et du coup, il y aura Michel Vignier qui doublera Stallone. Et non, mais c'est vrai que c'est très important. Puis regardez, moi, je pars en convention bientôt. C'est pas une IA qui va rencontrer les fans. Non, c'est nous qui allons vous rencontrer. C'est nous qui établissons des liens, parfois des amitiés. Donc une IA, elle fera un truc parfait. Elle finira par faire un truc parfait dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Combien de temps il leur faut encore. Mais ça sera sans âme. Ça sera un truc qui n'aura pas de vécu, qui n'aura pas d'histoire. Il n'y aura pas d'impro. Il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura pas de rêve. Les enfants écouteront un truc parfait, mais sans âme. Et je trouve qu'il vaut mieux un truc un peu moins parfait, fait par des hommes, fait par des humains. Moi, par exemple, quand je double, je sais pas, moi, Love Actually, Keira Knightley, ou quand je double Betty Draper dans Mad Men, ou Amanda Young dans Les Sceaux, je double avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon âme. J'y mets même de mon vécu, même à la limite. J'y mets pas de Amanda, je vous rassure. Mais par exemple, dans les trucs où il y a beaucoup d'humanité, j'y mets de moi. Une IA, elle imitera pas d'elle-même puisque ça sera une espèce de robot. Donc, ce sera froid. Par contre, je ne suis pas contre l'IA. L'IA peut venir aider notre métier. Elle peut venir nous aider, par exemple, à faire une très belle rythmo. Elle peut venir nous aider à nous remettre en place quand on n'est pas tout à fait en place. Elle peut... Voilà, moi je dis, je suis pour une IA qui nous aide, mais pas qui nous remplace. Oui, c'est vrai, on l'a vu en plus avec la bande-annonce, justement, en question, où il n'y avait vraiment pas d'âme dans la voix. Ah oui, c'était inaudible, c'était vraiment inaudible. On pouvait pas entendre ce truc-là, c'était pas joué, c'était inaudible, il y avait aucune intention. C'était terrible, quoi. On pouvait pas faire ça ni à Stallone ni à Dorval. C'était pas possible, quoi. Oui, c'était très clairement une insulte au métier de comédien. Ah, totalement. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut être comédien. C'est là où on s'en rend compte. Vous voyez, quand on écoute l'IA sur Stallone, un truc qui est pas joué, qui est fait par un robot, c'est atroce. Il faut vraiment être comédien pour faire du doublage. C'est vraiment s'il y a une condition sine qua non, quoi. Si vous n'êtes pas comédien, vous ne pourrez pas doubler, c'est impossible. Et justement, est-ce que vous avez des conseils un peu pour les jeunes passionnés du doublage comme moi qui souhaitent en faire leur métier ? Alors, le conseil que je pourrais donner à tous les auditeurs ou à toi, Léo, c'est que, donc, premièrement, c'est vraiment faire du théâtre, être comédien et partir à l'exploration de toutes les émotions possibles et inimaginables. Parce que quand on est derrière une barre de doublage, il faut être capable de tout jouer. C'est-à-dire que tu peux arriver et on va te demander de crier, de machin, de courir, de jouer une scène de violence, de jouer une scène d'amour, de jouer... Donc il faut être capable d'explorer tous les sentiments et toutes les émotions possibles en très peu de temps, en un temps record. C'est-à-dire que le doublage, on est dans l'immédiateté. On n'a pas eu... le scénario à l'avance, parfois on ne sait même pas ce qu'on va jouer, et on arrive de son métro ou de son bus ou de sa voiture, et d'un coup il faut être Gamora, d'un coup il faut être, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais j'ai doublé dans, je sais pas, Supergirl, etc. Et donc il faut vraiment être capable d'être dans l'immédiateté du sentiment. Et ça, il faut être un comédien, et je dirais même sans vouloir nous vanter, mais il faut même être de très bons comédiens. Parce que il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit incisif tout de suite. Parce que le studio, ça coûte cher, les clients, ils sont derrière, ils attendent qu'on aille vite, ils attendent qu'on soit en place. Et pour qu'on soit en place,
il faut jouer la bonne intention. Et pour jouer la bonne intention, il faut être comédien. Et après, pour se faire repérer, c'est le plus compliqué, je dirais. Alors écoute, pour se faire repérer, déjà, je pense, il faut monter à Paris. À savoir que, je ne sais pas où tu habites, Léo, mais à savoir que Bordeaux, le cours Florent de Bordeaux, développe un stage de doublage que j'anime, qui est vraiment extraordinaire. Par contre, il faut intégrer l'école Florent, ça c'est certain. Il faut rentrer dans l'école Florent, et c'est un stage de doublage qui se fait en 3 ans, mais qui est totalement accessible au niveau tarif, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu montes à Paris. Il y a des stages de doublage qui peuvent être très chers, ils ne sont pas pris en charge par l'AFDAS. Parce qu'en fait, pour qu'ils soient pris en charge par l'AFDAS, il faut prouver déjà que tu es intermittent, que tu as tes 507 heures ou tes 42 cachets, ce qui est compliqué. Quand tu démarres ce métier, t'as pas forcément tes cachets ou tes heures, et donc c'est compliqué. Et je sais que à Paris, ça peut être parfois du 2 000 € la semaine, parfois même plus. Ça peut atteindre 3 000, 4 000 €. C'est énorme. Donc après, la possibilité aussi, si vous ne voulez pas faire de stage sur Paris, c'est d'essayer d'assister à des plateaux. Alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui depuis la Covid, mais on peut y arriver. On peut arriver à assister à des plateaux et à essayer de se faufiler, de demander à des DA, ça s'appelle les DA, les directeurs artistiques, d'assister à leur plateau, et puis après d'avoir la chance de passer un essai et de vous faire repérer à ce moment-là. Et est-ce que vous avez des projets qui sont en cours, ou d'autres films doublés qui vont sortir en 2025 qui peuvent être révélés? Alors, pour l'instant, non, j'ai pas de projet de film pour le moment. Ça arrive un peu coup par coup. Par contre, si vous avez envie, j'ai un truc tout neuf qui vient de sortir. C'est un court-métrage dans lequel je joue le rôle d'une maman, mais c'est vocal. Je peux pas dire pourquoi, mais c'est que vocal. Il faut aller sur le site Festival Nikon, et ça s'appelle Un homme comme un autre. C'est très joli. Si vous pouvez voter pour Un homme comme un autre. Et sur Disney+, j'ai été choisie pour être la voix de 1001 pattes, qui est un documentaire en 10 épisodes. Et vraiment, c'est super. Mais vraiment, c'est un documentaire sur les insectes. Mais c'est toute une équipe technique qui a été filmer les insectes comme on ne les a jamais filmés à ce jour. On les voit de très près. En plus, c'est très drôle comme série. On apprend à voir comment ils se défendent, comment ils survivent. On apprend tout sur leur sexualité, sur leur rivalité. Enfin, c'est hyper intéressant, vraiment. Et ça s'appelle 1001 pattes sur Disney+. Et je vous encourage vraiment à y aller. Et puis normalement, je vais retrouver Amanda prochainement pour le saut 11. Et je vais retrouver aussi Barba Mama, parce que je suis la voix de Barba Mama dans les Barba Papa pour TF1. Donc ça, c'est du sûr pour Barba Mama, Amanda dans Saut. Et pour le reste, oui, je fais aussi un personnage récurrent dans Amour, Gloire et Beauté pour les fans, le personnage de Poppy. Donc ça passe tous les matins, je crois, à 10h sur TF1. Et en gros, voilà, j'ai des conventions qui arrivent pour rencontrer les fans. Donc la première convention sera le 1er février à Reims, dans une boutique. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez aller sur Instagram pour voir où ça se situe exactement, et me suivre sur Insta pour avoir toutes les infos. L'Instagram, en fait, il porte mon nom, Nathalie Carcenti, et là, logiquement, vous allez me trouver, parce qu'en plus, il est certifié. Donc Carcenti, K-A-R-S-E-N-T-I. Donc voilà, en gros, entre les cours... Et oui, j'ai fait aussi la voix de Joyka sur YouTube, pour 4 heures dans le noir et 48 heures dans le noir sur sa chaîne YouTube. Ça a eu un gros succès. Je ne sais pas si tu l'as vu, Léo, et si les auditeurs l'ont vu, donc je vous le mentionne. C'est rigolo à voir. Merci beaucoup pour votre temps. On a hâte de vous revoir et de vous entendre de nouveau. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup. Puis je fais un gros bisou à tous tes auditeurs, et je te souhaite longue vie à ton émission de radio. Merci beaucoup. Merci Léo. Et il est 17h35, c'est votre deuxième partie d'émission du Mag à l'Ouest avec Marius, qui est le nouveau programmateur du Tetris. Cette année marque sa première saison complète dans ce rôle. Le Tetris, une salle incontournable qui a toujours su
innover et surprendre son public. Avec son arrivée et celle du nouveau directeur Boris Collin, arrivé en juin dernier, on entre dans une période de renouveau pour cette salle et c'est donc l'occasion de l'inviter et de faire un petit point ensemble. Bonsoir Marius, merci d'être avec nous. Salut. Aujourd'hui, on va donc plonger dans la programmation hivernale et printanière et voir ce qui change pour 2025. Déjà, comment s'est passée cette première année presque complète à concevoir la programmation pour cette salle ? Alors, je suis pas encore à une année complète, je suis arrivé vraiment début octobre, donc au final, ça fait quoi ? Ça fait 4 mois que je suis au Tetris, et pour l'instant, tout se passe bien, même si ça a été assez speed de concocter un premier trimestre en très peu de temps. Mais voilà, je pense que le résultat est pas trop mal, avec une vingtaine de dates sur les 3 premiers mois de 2025. Et maintenant, on espère que le public sera au rendez-vous. C'est vrai que ça fait seulement depuis octobre, et j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, puisque Boris Collin est arrivé en juin. Votre arrivée concorde aussi avec pas mal de changements. Comment tu pourrais définir cette empreinte personnelle sur la programmation que tu as mis sur les premières dates que tu as programmées ? Je pense que c'est chaque programmateur a un petit peu sa patte, ses coups de cœur, ses esthétiques privilégiées. Forcément, moi, étant donné que je suis arrivé à une période qui était le West Park, et j'avais, on va dire, très peu de temps, on va dire 2-3 mois pour sortir les premières dates du trimestre 1 de 2025. J'ai dû faire appel à ce que je connaissais. Ce que je connaissais, d'où je viens, c'est plus le rock indé. Donc forcément, c'est ce qui se retrouve sur ce premier trimestre. Et je pense notamment aux dates comme Clavicule de ce vendredi, Johnny Mafia de la semaine suivante, les Las Robertas, qui est encore... il y en a d'autres encore que j'ai pas forcément en tête, mais voilà, faire appel à ce que je connaissais, ce que je sais qui fonctionne au Havre, et c'est ce qui s'est ressenti, c'est ce qui se ressent du moins sur ce premier trimestre. Sur ce premier trimestre, et puis pour l'arrivée du printemps, c'est quoi le mot d'ordre ? Alors justement, là, on a eu un peu plus de temps pour commencer à travailler et puis aller un peu plus loin et aller chercher de nouvelles esthétiques. Le but, c'est forcément de définir, on va dire, une nouvelle identité qui n'en est pas vraiment une, mais c'est on va dire, d'appuyer l'identité artistique du Tetris et d'aller chercher plus de dates rock comme de dates urbaines, mais en n'oubliant pas tout ce qui se fait autour, c'est-à-dire la pop, la variété, la chanson, l'électronique, et voilà, donc de rester généraliste, mais d'avoir des curseurs bien marqués, et ces curseurs, ce serait le rock et le rap. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations ou des formats inédits pour cette saison ? Alors oui, le but, c'est justement de travailler en partenariat le plus possible avec des associations locales. Ça va être aussi de lancer des nouveaux rendez-vous. Je pense notamment à les soirées secousses qui vont voir le jour à partir de 2025. Donc ça, c'est un rendez-vous qui va permettre de réunir un petit peu tous les aficionados de rock du Havre et des alentours. Le but, c'est de présenter des artistes nationaux, internationaux, mais aussi locaux, dans le cadre d'une soirée, et de ces artistes qui potentiellement feront parler d'eux dans les mois, années à venir. Le tout, c'est une grosse soirée autour de la thématique du rock, et on sait que le rock, c'est assez large, donc ça ira un petit peu dans plein de sens différents. Donc les soirées secousses. C'est ça. Alors c'est toujours une question difficile, mais c'est important pour les auditeurs. Est-ce qu'il y aurait particulièrement des événements que tu aimerais mettre en lumière pour cette programmation hivernale ? C'est difficile de faire un choix, mais est-ce qu'il y a des choses qui te marquent et que tu aurais envie de faire découvrir ? Alors je pense encore une fois aux soirées secousses, parce que c'est tout nouveau, surtout que lors de ce premier rendez-vous du 1er mars 2025, on aura l'occasion d'accueillir les vieux briscards Frustration, qui sont déjà venus par le passé. On aura aussi l'occasion d'accueillir le groupe Rendez-vous, mais aussi les locaux Dick Voodoo. Donc voilà, ça fait un chouette condensé de rock pour une soirée qui s'annonce assez explosive. Je pense aussi à l'artiste Claude. Alors au premier abord, c'est pas forcément ce que moi je vais aller écouter, et pourtant à la fois les textes comme les mélodies m'ont beaucoup touché. C'est un artiste qui est aujourd'hui comparé à des AO des Agazans, des November Ultra, et qui commence à faire énormément parler de lui. Je pense que là aussi c'est un artiste qui risque de devenir une sacrée star dans les mois voire années à venir, et on a la chance de l'avoir là dès le 15 février au Tetris. Sinon, je pense aussi à Malik Djoudi qui lui sera là le 8 mars
C'est un artiste qu'on commence à voir un peu partout sur tous les festivals, notamment de cet été, type Beauregard, Vieille Charrue, Eurokéenne, etc. Et là, il vient de sortir un 4e album. Il s'est vraiment installé comme un artiste incontournable de la chanson française, et lui aussi sera au Tetris. Donc voilà, c'est plein de petits rendez-vous comme ça, je pense, à venir découvrir et dans plein d'esthétiques différentes. On a vu un intérêt croissant pour des formes hybrides dans plusieurs salles, des mélanges entre la musique, les arts visuels par exemple. Est-ce que c'est une tendance qu'on pourrait retrouver dans la programmation 2025 ou vous êtes parti sur autre chose ? Alors le Tetris auparavant était une salle qui pouvait accueillir du théâtre, arts visuels, etc. Là, suite à des discussions notamment avec Boris Collin qui est le nouveau directeur, il y a une réelle volonté de se recentrer autour de la musique, histoire de se positionner en tant que lieu de scène de musiques actuelles. Mais ça n'empêche pas on a toujours cette salle d'exposition qui permet d'accueillir des artistes locaux, et en fonction des artistes qu'on aura l'occasion d'accueillir, forcément pouvoir mettre le point après sur des formats un peu plus hybrides. Là aussi, ça dépendra des occasions. On va parler du local justement, j'ai l'impression que c'est aussi un point d'honneur, notamment pour les premières parties, vous êtes reconcentré sur plutôt les artistes locaux ? Alors oui, il y a cette volonté en fait encore une fois, de profiter de la manne d'artistes locaux au Havre, mais aussi à l'échelle régionale. On a quand même de la chance d'en avoir beaucoup. Ce qui est assez chouette parce que ça nous permet de pas avoir à aller chercher des artistes au-delà des frontières normandes. Et là, sur les prochaines dates du premier trimestre, mais aussi du second, on va en accueillir pas mal. On a accueilli notamment samedi dernier Lottie en première partie de Liv Oddman. Ce vendredi, ce sera Meeting June. La semaine d'après, ce sera Lola Sauvageau. Il y a Marla Wallace. Il y a énormément d'artistes issus de la scène havraise et rouennaise ou locale qui viendront fouler les scènes du Tetris. Et pour celles et ceux qui aiment plutôt les surprises, est-ce qu'on peut espérer des formats inédits ? Je pensais notamment aux surprises parties, alors c'est pas inédit, mais il y a quand même un côté un peu surprise. Ça va continuer aussi ? Oui, voilà, le but c'est de prolonger les soirées qui fonctionnaient au Tetris. Ce format-là fonctionne plutôt bien, c'est un chouette rendez-vous, donc pareil, là aussi ça va être en fonction des possibilités, mais en tout cas c'est un format qui fonctionne bien, que j'apprécie et que je pense que la plupart de l'équipe apprécie aussi, donc il risque d'y en avoir d'autres. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'autres coups de cœur, de découvertes que tu veux absolument partager, qui vont venir au Tetris peut-être sur le printemps par exemple ? Alors encore une fois, ce qui est assez chouette avec le Tetris, c'est cette possibilité d'aller dans plein d'esthétiques différentes. Là on va accueillir un artiste rap qui s'appelle Maero, en fait, qui était un artiste suivi et avec lequel mes anciens collègues de là où j'étais avant, j'étais chez Carambal, avec lesquels il travaillait, donc j'ai pu le suivre vraiment au tout début, et là il y a vraiment une ascension assez fulgurante autour de cet artiste-là. Il vient de sortir un grunt en solo, ce qui est assez rare dans ce milieu-là. Il fait partie de cette nouvelle scène de rappeurs suisses qui font énormément parler d'eux, donc là aussi on est très content de l'accueillir, notamment parce qu'il a rempli ses salles à Paris en un claquement de doigts, et que je pense que là aussi ça va être un artiste qui va tout casser dans les mois à venir. On va aussi, dans cette même esthétique-là, on va accueillir Benjamin Epps qui va sortir son nouveau disque à la fin du mois. Lui, il sera là le 5 mars. On va aussi accueillir Bébé Jacques qui, lui, fait partie de ces artistes incontournables de la scène rap française actuellement. Et qui vient de sortir un album fin novembre qui est absolument incroyable, pareil, qui est en termes de phrasé, en termes de texte, c'est très très fort, et lui il sera là le 28 février. À quoi je penserais encore, mais bon, on a aussi, on parle aussi à différents publics. Je pense aussi à les Undertones, groupe mythique de rock, punk rock nord-irlandais, qui eux seront là le 15 mars avec en première partie Diablerie avec Doris et Jean-Jean Dussem. Donc il y a pas mal de rendez-vous finalement qui, moi, en tout cas, me font saliver parce que c'est des coups de cœur et parce que ça m'intrigue. Et pour les avoir pour la plupart déjà vus sur scène, je sais que c'est quelque chose à ne pas rater. Maintenant, j'espère que le public viendra le constater aussi. Je pense que ça nous intrigue aussi beaucoup. Alors, cette programmation, elle
s'étend jusqu'à cet été, le mois de juin à peu près, je pense, pour la saison. Mais on va aller encore plus loin. À l'année prochaine, j'ai envie de parler d'un moment important au niveau du Tetris et puis évidemment de la Papaz Production, c'est le festival Westpark. Tu as vécu ton premier Westpark en tant que programmateur. Je pense que tu en as déjà eu avant, peut-être même en tant que festivalier. C'est le cas aussi du nouveau directeur, Boris Collin. Est-ce que vous avez pu faire des retours sur cette première édition en poste ? Alors oui. Ça a été le premier avec cette casquette-là, et finalement, je pensais même pas avoir à faire de la programmation, et en fait, si, je me suis retrouvé à faire de la programmation, notamment sur deux artistes qu'on a dû remplacer un peu en last minute, et je me suis retrouvé à programmer Paranoid London et Jola Green 23. Voilà, c'était un peu du last minute, mais ça a bien fonctionné à mon avis, et ça nous a aussi permis d'avoir un petit peu un avis général sur le Westpark, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aimerait changer potentiellement. Et puis voilà, ça a été une réussite. Le festival a été complet quasiment les 2 jours. Et maintenant, voilà, on travaille déjà sur la prochaine édition, et puis on a assez hâte d'y être. J'ai noté que le Westpark, ça a quand même une identité assez festive et accessible. C'est un ADN qui reste au centre pour cette prochaine édition. Oui, voilà. Alors, il y a eu des questions forcément de savoir qu'est-ce qu'on avait envie d'en faire du Westpark. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un rendez-vous qui est quand même incontournable dans la vie culturelle de tous les Havrais et Havraises, et un moment fort dans l'année. Après voilà, c'est aussi des questions qui se posent. On en parlait avec Mathieu pas plus tard qu'il y a 10 minutes, de savoir est-ce que c'est un rendez-vous auquel les gens viennent parce qu'ils sont intéressés par le rendez-vous, ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont intéressés par la programmation. Je pense que c'est un petit peu des deux. Et voilà, le but c'est de continuer à être festif, continuer à être pluriesthétique afin que tout le monde puisse s'y retrouver et que ce soit une grande fête pour tout le monde. Une discussion donc avec Mathieu de Westrack. Et puis j'avais envie de poser cette question aussi quand même sur le côté local. Alors on est encore loin du Westpark, donc tout n'est pas calé, mais est-ce qu'il y a quand même cette envie d'apporter une scène locale, une vitrine pour la scène locale, régionale sur le Westpark ? Ouais, bien sûr. Là aussi, alors ça se fait depuis quelques temps déjà avec la scène du SEM, qui est un petit peu la scène où, durant le festival, on a la possibilité de voir un peu les artistes régionaux et locaux. Cette scène-là va être reconduite a priori en 2025, c'est encore en discussion, mais ça devrait le faire. Et puis voilà, après il y aura aussi dans l'idée, du moins, c'est dans les petits papiers de vouloir représenter d'autres artistes du cru normand sur différentes scènes du festival. Si on revient sur le Tetris, mais qu'on se plonge à nouveau vers l'avenir, une fois ton année complète terminée, est-ce que tu as des projets ? Ce serait quoi ton projet idéal pour le Tetris ? Il y a quelque chose qui te traîne en tête que tu aimerais vraiment réaliser ? Alors pour l'instant, c'est forcément, il y a plein de questions qui se posent. On est aussi dans une situation financière un peu particulière. Il y a tous ces questionnements-là qui se posent. Je pense que les envies et les idées viendront aussi en fonction de comment le public réagit au premier concert, comment ces premiers trimestres se déroulent, et puis surtout, je pense que on va mettre les choses à plat une fois que j'aurai fait une saison entière, donc à partir de septembre 2025, là où je vais vraiment commencer, où je suis déjà en train de travailler sur la prochaine saison, et là les idées viendront. Par contre, forcément, il y a des artistes avec lesquels que j'adorerais pouvoir booker au Tetris ou sur un Westpark, et ça, on travaillera dans les années à venir. À voir plus tard. Et comme tu parlais des questionnements, je me dois quand même de poser la question des enjeux écologiques qui sont donc de plus en plus importants et de plus en plus mis en lumière. Comment est-ce que toi tu intègres ça, cette dimension dans ta programmation ? C'est une réflexion que tu as ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Alors moi je suis issu de base du tissu associatif. C'était déjà des questions que nous on se posait à une échelle plus basse. Là aujourd'hui à l'échelle du Tetris, il y a un réel engagement en faveur de l'écologie à plein de niveaux différents. Et notamment sur la programmation, il y a un réel regard sur les artistes qu'on accueille, c'est-à-dire de quelle manière on les accueille, comment ils viennent jusqu'au Tetris, est-ce qu'ils viennent en avion, est-ce qu'ils viennent en train, est-ce qu'ils viennent en voiture. Et voilà, le but c'est d'éviter les one-shots forcément, notamment sur un festival comme le Westpark, éviter d'accueillir des artistes qui vont venir en jet et puis repartir dans le même soir pour aller jouer je ne sais où le lendemain, ou le même soir, ça arrive aussi, surtout dans les
musiques électroniques. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent et le but c'est d'être le plus green possible. Tu nous annonces plein de choses excitantes, plein de noms d'artistes qui vont venir prochainement au Tetris et je vous invite, parce que c'est difficile de se rappeler tout ça, d'ailleurs très bonne mémoire sur les dates, va falloir retrouver le programme directement sur les réseaux sociaux ou sur le site du Tetris. Mais avec une telle diversité d'artistes et de styles, comment est-ce que tu veilles à conserver une cohérence globale dans ta programmation ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Alors oui et non, en fait le but c'est le fil conducteur, ça va être il faut que ça me parle aussi à un moment ou à un autre. C'est difficile de programmer des artistes qu'on n'aime pas du tout ou sur lesquels on a zéro intérêt, pour la simple et bonne raison que je pourrais pas en parler, j'aurais du mal à le défendre. Aujourd'hui, là, l'intérêt, c'est vraiment de présenter des artistes où il y a soit un fort potentiel, ou soit on se dit, cet artiste-là, je le fais maintenant parce que je sais que l'année prochaine, ce sera trop tard et ce sera beaucoup trop gros. Soit c'est des têtes d'affiche où on sait que potentiellement, ça va intéresser le public en masse. Et voilà, le but, c'est toujours de cette volonté de parler à un public le plus large possible. Et c'est pour ça qu'on va les tirer sur plein d'esthétiques différentes, du rap, de la chanson, du rock, etc., etc. Avant de se quitter, et peut-être pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, quel concert dans les semaines à venir est-ce que je ne dois pas rater au Tetris ? Alors moi je dirais forcément le concert de Claude, parce que j'en parlais un petit peu plus tôt, qui a lieu le 15 février. Je pense que ça va être un chouette rendez-vous. Il fait partie de ces artistes dont tout le monde parle actuellement. Il vient de sortir son premier album fin 2024. Si vous aimez des artistes comme Zao Desagazan ou Flavien Berger ou Voyou ou Jacques, je pense que ça peut être votre cam. C'est ce type d'artiste qui l'année prochaine ou dans 2 ans sera trop gros pour revenir au Havre. Là c'est l'occasion de le voir dans de bonnes conditions et de passer une belle soirée. D'accord, donc c'est le 15 février. 15 février. Au Tetris, on peut réserver nos places directement sur le site. Exactement. C'est ça. Et abonnez-vous directement à la page Instagram pour ne rien rater de toutes ces choses à venir. Merci beaucoup Marius en tout cas pour ta présence ce soir. On aura l'occasion de faire un point sur la suite de la programmation bien sûr, et notamment sur aussi le West Park qui reviendra l'année prochaine. On va se quitter nous en musique puisqu'on n'arrête pas de parler de musique, direction les États-Unis avec Magic City Hippies Heavy Motion. On se retrouve demain pour un autre mag à l'Ouest et demain on parlera ciné et séries. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous dis à demain.